Fréquence Auto, Fréquence Auto, l'expert. Chine Lanzmann, vous avez été journaliste à Canal+. Depuis 2004, vous êtes coach et formatrice en leadership au féminin. Vous travaillez pour des entreprises comme le BCG, la Française des Jeux, Suez et aussi avec des particuliers. Vous avez écrit le guide de l'auto-coaching pour les femmes, dont la deuxième édition est parue en 2017 chez 21 leçons. Pearson. 21 séances, c'est ça? Oui, 21 séances de coaching. Pour booster votre vie professionnelle. Pourquoi auto-coaching ? Alors c'est comme quand on apprend le tennis. Au début, on peut jouer contre un mur. C'est un peu l'auto-tennis, comme l'auto-coaching. Et puis après, pour vraiment jouer, on a besoin d'un partenaire ou d'un prof. Et donc là, c'est le coaching, en fait. Voilà, c'est avant le coaching, par exemple. C'est une forme d'initiation. Exactement. Alors, l'égalité homme-femme, est-ce que c'est toujours un sujet d'actualité ? Est-ce que les DRH considèrent l'égalité homme-femme comme un sujet prioritaire ? Ça dépend. Ça dépend des DRH. En tout cas, pour mes clients, en général, oui. Si les DRH qui font appel à moi pour monter des programmes de formation ou de coaching à destination des femmes dans les entreprises, oui, c'est un sujet. Mais il y a plein d'entreprises pour qui c'est un sujet, mais qui font pas grand-chose. Qui disent qu'ils font des choses, mais qui font pas grand-chose. En tout cas, pour mes clientes, c'est un sujet. Donc, ça reste d'actualité. Il y a encore des problèmes à régler, entre guillemets. Oui, il y a encore des problèmes à régler, malheureusement. Oui. Pourquoi, selon vous, y a-t-il toujours un problème d'égalité homme-femme dans les entreprises? Est-ce que ce sont les restes d'une croyance et d'un mode de fonctionnement qui veut que les hommes gardent le pouvoir dans l'entreprise et les femmes gardent le pouvoir dans la maison? Je pense qu'il y a plein de raisons, en fait. Alors, une première raison, c'est effectivement cet inconscient collectif qui plane encore et qui est assez rétro, où le monde du travail est un monde d'hommes. Ça fait quand même peu de temps qu'il y a des femmes qui travaillent, à part pour des métiers de soins ou de cuisine ou de mode. Mais les femmes qui travaillent dans les entreprises, ça fait quand même assez peu de temps. Et à la tête, c'est encore un monde d'hommes. Donc il y a cette croyance et cet inconscient collectif qui est que la place des femmes, surtout quand elle a des enfants, c'est à la maison auprès des enfants. Donc c'est important de savoir que c'est inconscient et que c'est vraiment là encore. Donc et pour les hommes et pour les femmes, de lutter contre cet inconscient quand c'est pas conscient, c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment un frein. Donc il y a cette raison-là. En premier. Après, il y a aussi le fait que les femmes ont été moins éduquées, et encore aujourd'hui, on n'éduque pas les petites filles de la même façon que les petits garçons, et les femmes sont éduquées pour dire oui, pour pas avoir de besoins, mais voilà, en tout cas, faire passer les besoins des autres avant les leurs, c'est ce que j'apprends en formation, c'est tout simple, c'est oui, vous avez des besoins, vous avez le droit de demander, vous avez le droit de demander de l'argent, sans être une prostituée, c'est encore, voilà, donc les femmes ont besoin de se brancher sur leurs besoins, d'oser demander, d'oser dire non, sans dire non, parce qu'une femme qui va dire non, c'est une têtue, c'est une chieuse. Voilà, exactement. Un homme qui dit non, il est en train de s'affirmer. Il a de la personnalité. Voilà, donc comment dire non sans dire non? Mais tout ça, ce sont des croyances culturelles, en fait. C'est des choses qui sont ancrées et dont il faut se détacher, ça prend du temps. Alors, il faut se détacher, en même temps, c'est là, donc il faut savoir que ça existe. Et du coup, pouvoir, pourquoi pas les contourner, en tout cas muscler l'assertivité des femmes. L'assertivité, c'est la confiance en soi, l'affirmation de soi sans peur et sans agressivité. Voilà. Donc Donc il y a les femmes qui ont été moins, effectivement, qui osent moins demander que les hommes, qui osent moins dire non, qui osent moins s'affirmer, qui osent moins se positionner aussi. Voilà. Et puis il y a les hommes au-dessus, ou voilà, même certaines femmes au-dessus, qui disent non, je vais pas la promouvoir parce que elle a des enfants, la pauvre, etc. Est-ce que les femmes ont envie, comme les hommes, d'être promues, d'être reconnues? Est-ce qu'il n'y a pas déjà ce défaut à la base de pas en avoir vraiment envie? Alors je pense que tout le monde a besoin de reconnaissance. Les femmes et les hommes, on a tous besoin de reconnaissance. Et en entreprise, parfois c'est le besoin le plus frustré, malheureusement, le moins satisfait. Christophe Laval, dans notre émission. Voilà, vraiment le besoin de reconnaissance, c'est vraiment essentiel. Donc la promotion, souvent en entreprise, c'est une fabuleuse reconnaissance. Donc oui, les femmes ont aussi envie d'être promues, mais en général elles se positionnent pas parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, qu'elles n'ont pas les compétences. Alors il y a plein d'études qui ont été faites, notamment une étude qui dit que quand il y a un poste qui s'ouvre, une femme qui a les compétences, elles sont 75% à penser qu'elles n'ont pas les compétences, et un homme
les hommes qui n'ont pas les compétences sont 75% à penser qu'ils ont les compétences. Voilà. Donc les femmes en général ne se positionnent pas. Donc voilà, faut les soutenir, faut les aider, faut leur dire qu'elles ont le droit aussi. Et puis aussi il y a tout un autre phénomène qui est quand même l'inconscient, enfin la psychogénéalogie, hein, où les ancêtres, les aïeux. Et j'ai beaucoup de clientes dont les mères ont arrêté de travailler ou sont passées à mi-temps pour s'occuper des enfants, et parfois dont les grands-mères ne travaillaient pas. Et du coup, c'est pas évident d'être la seule de sa lignée de femmes à travailler, à ouais, cette indépendance, cette liberté a un coût quelquefois même dans les familles sur comment oui, ça et puis peut du coup, être vu. ça peut être vraiment comme une loyauté familiale de bah non, ok, déjà je bosse, Je vais rentrer dans le moule. Ouais. mais je vais quand même pas en faire trop. Hein, je vais quand même pas être promue parce que déjà je travaille et déjà c'est. Voilà. Donc il y a beaucoup de facteurs effectivement. Vous parliez tout à l'heure du problème de la confiance. Est-ce que ce problème, ça vient des femmes elles-mêmes finalement qui vont s'auto-censurer ou s'empêcher d'avoir de l'ambition, s'empêcher de demander, ou c'est aussi du ressort de l'entreprise? C'est compliqué hein, comme question, comme sujet, c'est pas facile de répondre. Oui, il y a beaucoup de femmes, enfin quasiment toutes mes clientes, quand elles viennent en coaching, je leur demande qu'est-ce qui fait qu'elles viennent et elles me disent c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Bon, donc c'est un fourre-tout le pas confiance. Hein, donc je leur demande si vous aviez confiance, qu'est-ce que vous feriez de différent? Et là, certaines me disent, ah bah j'irai voir mon DRH et j'irai lui dire que je veux embaucher un stagiaire. L'autre, ah bah j'ai envie, bah je me positionnerai. L'autre, voilà. Et en fait, bon, elles feraient des choses différentes. Donc oui, le pas de confiance, effectivement, certaines ont besoin de plus de confiance, et encore, faut voir où. Et puis, il y a les autres, effectivement, qui les promeuvent pas parce que aussi, elles prennent moins de temps pour faire de la politique, au bon sens du terme, dans l'entreprise. Stratégie, créer leur réseau en interne. Souvent, les femmes, dès qu'elles ont des enfants, même avant, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont manger leur sandwich derrière leur écran à l'heure du déjeuner. Ou leur salade. Et du coup, elles vont pas en profiter pour aller déjeuner avec quelqu'un dans un autre service ou aller déjeuner à l'extérieur et du coup favoriser leur réseau. Aussi, elles prennent moins ce temps de mettre en valeur leur savoir-faire. Et quand on les croise dans le couloir, beaucoup qui ont besoin d'empathie, quand on leur demande comment ça va, elles vont dire « Oh, bah ça va pas trop, je suis fatiguée. » J'ai des clientes de retour congé maternité qui disent à tout le monde je suis devenue bête, j'ai plus de neurones. Moi, je leur dis d'arrêter ça immédiatement parce qu'elles se dévalorisent. Mais en fait, c'est pas. Elles ont besoin d'empathie, elles ont besoin de compréhension. Donc voilà, donc je les aide. Enfin moi et puis d'autres coachs. Hein, voilà, je pense que c'est important d'aider les femmes à valoriser leur travail, à pas se dévaloriser. Ce sujet égalité homme-femme, c'était un sujet très très en vogue il y a quelques années dans les entreprises. On en parlait beaucoup, on en parle un petit peu moins maintenant. Mais est-ce qu'il y a eu une résistance de la part des hommes, des mâles, qui ont eu peur de perdre un petit peu leur place? Est-ce que vous sentez ça? Oui, bien sûr. J'ai plusieurs anecdotes sur le sujet. Donc j'ai fait des programmes pour les femmes en entreprise depuis une douzaine d'années à peu près. Et je me souviens d'un homme DRH dans une banque où les femmes haut placés s'étaient battus pour avoir un programme de coaching et de formation pour les femmes. Et puis, donc, en fait, c'était une banque américaine. Donc, aux États-Unis, il y avait un programme mondial. Hein, donc, la France a été obligée d'appliquer. Et c'est tombé sur 2 femmes qui étaient dans cette banque assez haut placées qui ont dit « Génial, on va faire un programme ». Et le DRH, une fois, m'a dit « Mais qu'est-ce que vont-elles devenir une fois que vous les aurez toutes armées ?» Bon, elles vont pas venir dans votre bureau pour vous dézinguer, non, c'est pas des armes, c'est des outils. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont être plus heureuses, plus épanouies, elles travailleront mieux, elles auront plus envie de rester, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, voilà, hein, donc beaucoup d'hommes ont peur quand, voilà, les hommes se réunissent ensemble depuis des centaines, des milliers d'années, les femmes n'ont pas peur. Hein, il suffit que quelques femmes se réunissent ensemble et puis certains hommes ont peur. Heureusement, il existe des hommes formidables aussi. Et puis il y a une autre chose, c'est pas mes clientes qui viennent à mes formations ont beaucoup, parfois leurs patrons leur disent tu vas à ta réunion Tupperware. Oui. Donc dévalorise le travail qu'elles peuvent faire ensemble, qu'elles peuvent faire avec moi, comme si des femmes qui sont ensemble, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont parler de ustensiles de plastique en cuisine. Oui, c'est utile, quoi. Et alors que pas du tout, on parle de choses, on parle de boulot et comment mieux travailler, et la psychologie, et les relations humaines, et voilà. Pour que les choses avancent dans une entreprise, il y a aussi le problème de qui décide. Donc, vous disiez, hein, on oblige un service à mettre en place, mais donc le rôle du dirigeant, il est clé. Est-ce que
Ouais, il y a des c'est quoi la bonne formule pour faire avancer le sujet? Donc je pense que la bonne formule pour faire avancer le sujet dans une entreprise, c'est si les personnes à la tête sont convaincues que ça va pas quand il y a que des hommes au top et qu'il faut qu'il y ait une mixité au sommet. Voilà. Donc quand les personnes au top management, le président en général c'est un homme, ou le comité de direction, voilà, sont persuadés de ça, et ben du coup les RH suivent. Il peut y avoir un réseau féminin qui se crée, il peut y avoir des règles de bonne pratique dans l'entreprise qui se créent, comme pas de réunion après 18 heures par exemple. Voilà. Donc, mais malheureusement, c'est pas souvent le cas et parfois les réseaux féminins sont poussés soit par des femmes en interne, soit par les RH. Parfois c'est plus politique. Parfois il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'ils font des choses pour les femmes, mais qu'est-ce qu'ils font? Une conférence ou deux par an, hein, ou qui font du mentoring. Alors le mentoring c'est très bien. Hein. C'est une femme plus âgée qui va aider une femme plus jeune. Mais une fois sur deux, ça marche pas parce qu'elles se sont pas choisies. Et puis c'est encore du boulot. Voilà, les femmes qui sont haut dans l'entreprise, elles ont déjà pas mal de boulot. Donc c'est encore leur redonner du boulot que d'aider les plus jeunes. Florence ? Il y a peut-être aussi un petit problème d'entourage de ces dirigeants. En général, leurs femmes ne travaillent pas. Oui, alors effectivement, j'ai remarqué auprès de mes clientes qui arrivaient en coaching en me disant « mais je comprends pas, j'arrive pas à être promue, pourtant je fais le job, j'ai les compétences, je me positionne et je monte pas ». Donc j'ai remarqué que quand la femme de leur patron ne travaillait pas, eh ben en général le patron arrive pas à promouvoir les femmes parce que c'est vraiment un conflit de loyauté par rapport aux valeurs et aux valeurs de la famille qu'ils ont choisi avec sa femme. Et malheureusement, ça compte énormément parce que c'est inconscient. Hein, voilà. Donc j'ai une exception comme ça, où il y a un patron dont la femme ne travaille pas, qui promeut les femmes sous lui, mais c'est le seul que je connaisse. Parce que lui, il est conscient de son inconscient. Sûrement. Chine Lanzmann, on a eu pas mal de questions sur ce sujet. Une question qui concerne les salaires. Séverine de Clermont, dans l'Oise, nous dit pourquoi les postes de cadres hautement qualifiés marquent-ils autant d'inégalités parmi les hommes et les femmes? L'écart est plutôt réduit chez, par exemple, les populations d'ouvriers et ouvrières, mais dès qu'on grimpe dans la hiérarchie, la différence sur la fiche de paie dépasse souvent les 20% entre l'homme et la femme. Comment vous expliquez ça? Alors, c'est compliqué, c'est historique. Hein. Et puis, alors, certains disent que c'est parce que les femmes demandent moins. C'est vrai qu'elles osent moins négocier leur salaire à l'embauche, qu'elles osent moins en parler, ou alors elles en parlent éventuellement une fois par an pendant l'entretien d'évaluation, alors qu'il y a des hommes qui ont plus tendance à y aller jusqu'à ce qu'ils ont. Donc, c'est quoi le proverbe? L'huile va à la roue qui grince. Donc, si vous demandez, vous grincez, vous avez une augmentation. Donc, il y a de ça. Après, il y a aussi une étude qui a été faite. Au retour, quand un homme vient d'avoir un enfant, il est promu et augmenté, sans qu'il le demande en général. Une femme qui vient d'avoir un enfant, c'est rare qu'elle soit promue, et évidemment, en général, elle n'est pas augmentée. Ou si elle a des bonus, par exemple, elle a pas ses bonus de l'année parce qu'elle a été absente, etc. Une autre remarque de Geneviève à Sarlat, 41 ans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas si c'est conscient, mais une femme va avoir tendance à se dévaloriser et se mettre dans une position d'infériorité, donc pas d'augmentation si on ne la demande pas, c'est ce que vous disiez. Les femmes sont souvent plus compétentes que les hommes et enjolivent moins leurs compétences, c'est ce que vous disiez aussi. Girl power, on ne lâche rien. Oui, bien sûr, c'est une généralité. Hein. Il y a des hommes qui se dévalorisent et des femmes qui se valorisent, hein, heureusement. Mais c'est vrai que c'est plutôt une tendance des femmes à se dévaloriser, à dévaloriser leur travail, malheureusement. Une dernière remarque aussi de Sabrina qui est assez piquante, assez sympa, 34 ans, qui est mère de 2 enfants. Puisque les hommes ont accès aux postes les plus intéressants dans l'entreprise, je propose pour rétablir l'équilibre que nous, les femmes, fassions les tâches les plus valorisantes à la maison, jardiner, bricoler, jouer avec les enfants et que nos chers et tendres fassent la cuisine et le ménage, ils comprendront le sens du mot pénibilité au travail. Effectivement, c'est vraiment un très très bon point. L'équité à la maison aussi. Et plus plus il y aura d'équité dans le foyer pour le ménage, les tâches domestiques, les enfants, plus elle aura la tête libre pour pouvoir être épanouie au travail et s'affirmer. Alors, est-ce que de vos patientes, clientes, elles sont pas malades? Si elles viennent, c'est qu'il y a un problème. Oui, celles qui vont bien, je les vois pas trop. Ouais. Enfin, si, il y en a quand même qui viennent, alors que tout va bien, hein, mais elles veulent aller encore mieux. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des exemples de bonnes pratiques, des conseils à donner aux femmes qui nous écoutent? Et même aux hommes?
Alors, bonne pratique d'entreprise, bon, je suis pas l'expert de ça, mais ce que je vois auprès des DRH ou des clientes qui sont chefs, donc c'est par exemple pas de réunion après 17 ou 18 heures, c'est laisser les femmes s'organiser comme elles veulent. Je pense que ça, ce serait quand même génial si les femmes, et les hommes d'ailleurs, pouvaient s'organiser comme ils voulaient, gérer leur temps faire comme confiance. ils veulent, faire confiance, voilà. Évidemment, le télétravail, la flexibilité, c'est fantastique. J'ai des clientes qui ont plus d'1 heure de transport aller et plus d'1 heure de transport retour, plus les mômes à la maison quand elles rentrent. Enfin voilà, c'est vraiment fatigant. Donc une journée de télétravail, voire 2, qu'elles puissent choisir quand est-ce que c'est bien, ça c'est fantastique. Et puis il y a aussi des bonnes pratiques, par exemple, il y a des entreprises qui ont décidé que quand elles proposent, il y a une ouverture de poste, et ben il y a une femme qui est proposée pour 2 hommes en général, mais c'est déjà mieux que des hommes, voilà. Donc il y a des bonnes pratiques, notamment la discrimination positive pour les entreprises. Pour les femmes elles-mêmes, c'est vraiment formez-vous, allez vous faire coacher, voilà. Il y a quelque chose à faire aussi sur la mise en réseau dans l'entreprise. Oui, rejoignez les réseaux féminins ou créez un réseau. Il y en a, ou un réseau féminin, oui, il y en a. On dit qu'il y en a beaucoup parce qu'on en parle. Dans la réalité, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc il y a encore de la place. Allez dans les réseaux mixtes, sortez, mettez en valeur votre travail. Bon, tout ça, je pense que les femmes savent qu'il faut faire ça. Mais après, c'est difficile de changer. Donc faites-vous accompagner. Voilà, faites-vous accompagner. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ces questions. Chine Lanzmann, merci d'être venu sur le plateau de Fréquence Auto. Vous restez un petit peu avec nous parce qu'on va voir le regard de Mariette tout de suite.